Bon, bonjour tout le monde. Euh, donc, on commence chapitre 5. En fait, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller. Il va y avoir deux aspects un peu différents du cours d'ici la fin. Donc, oui, si vous voulez ouvrir vos caméras, c'est toujours bien. Donc, là, la thermodynamique, ce qu'on va voir, c'est des conséquences de nos considérations depuis le début pour tous les objets, tous les corps macroscopiques. On va pouvoir parler, par exemple, de relations entre, disons, le dV/dt, hein, qui est relié à la coefficient de dilatation. Comment est-ce que le volume change quand on change la température? On voit que ça, c'est relié à comment l'entropie change quand la pression change. Donc, il va y avoir plein de relations qu'on appelle les relations de Maxwell, justement, qui vont nous permettre d'établir ce genre de relations-là. Mais en gros, du point de vue du thermodynamicien, quelqu'un qui fait de la thermodynamique, ce qu'on essaie de faire, finalement, c'est juste de mesurer des quantités reliées au corps, donc de faire des mesures, puis d'essayer de déduire tout ce dont on a besoin. Alors, donc, on va voir comment est-ce qu'à partir de la chaleur spécifique et puis de PV égale nRT, par exemple, on va pouvoir trouver l'énergie du gaz parfait. Donc, et puis, comment est-ce qu'on va pouvoir aussi trouver l'entropie du gaz parfait, mais en fait, l'entropie de n'importe quelle substance. On va commencer par parler du gaz parfait pour quelque chose qu'on connaît bien. Puis ensuite, on va établir des relations complètement générales. Par exemple, comment est-ce que la capacité calorifique à pression constante est reliée à la capacité calorifique à volume constant. Quelle est la relation? Puis on avait dit que sur des bases générales, on s'attend à ce que la capacité calorifique à pression constante soit plus grande que la capacité calorifique à volume constant. Puis on va voir qu'effectivement, il va y avoir une égalité juste si le coefficient de dilatation thermique s'annule, c'est-à-dire si le système ne peut pas changer de taille lorsqu'on change le volume. Puis donc, la dernière partie du cours, après chapitre 6 et 7, on va retourner à des considérations microscopiques. C'est-à-dire que là, on va faire des modèles, puis on va vérifier tout ce qui se passe. Mais il va falloir que, peu importe ce qu'on fait du point de vue microscopique, il va falloir que ça soit cohérent avec ce qu'on a fait ici au point de vue thermodynamique. Autrement dit, ce que je suis en train de qu'on va faire aujourd'hui, puis dans les quelques cours qui suivent, c'est de parler de la police ici. C'est-à-dire que si on fait quelque chose du point de vue microscopique puis que ce n'est pas cohérent avec la thermodynamique, c'est qu'on a fait une erreur. D'accord? La thermodynamique, c'est comme la reine dans un certain sens, pour tous les systèmes à l'équilibre. Donc, je vais vous lire un extrait d'Einstein qui dit une théorie est d'autant plus impressionnante que ses prémices sont simples. Le nombre de phénomènes différents qu'elle relie élevé et son domaine d'applicabilité grand. D'où l'impression profonde que la thermodynamique classique a faite sur moi. C'est la seule théorie physique au contenu universel qui, j'en suis convaincu, ne sera jamais remplacée à l'intérieur du domaine d'applicabilité de ces concepts de base. Puis vous voyez que les trois lois de la thermodynamique, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Dans le fond, c'est des axiomes très, très simples, mais on va voir qu'il y a une quantité de conséquences énormes. Puis quand vous pensez à ça, on peut parler d'un gaz, on peut parler des murs, du plancher, on peut parler de n'importe quoi qui est à l'équilibre thermique. Il y a une quantité qui s'appelle la température absolue. Puis, il y a toutes sortes de quantités qu'on peut mesurer, puis il va y avoir des relations entre ces quantités-là. Comme par exemple, on peut voir que la dérivée de la bon, je l'ai dit, température, la dérivée de la température par rapport au volume est reliée à la dérivée de la pression par rapport à l'entropie. Ça fait partie des relations qu'on va trouver. Ou bien la dérivée oui, voilà, bon, je vais arrêter là. Ça marche?
OK. Donc, à la section 1 ici, sous-section 1, on va parler de nos lois de base. Comment dit, dans cette première heure-là du cours, ce que je vais faire, c'est de montrer qu'est-ce que ça va être notre méthodologie. Okay? Donc, c'est important de voir sur quoi on va se baser, puis qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors, je vous rappelle, quand on a mis nos boîtes ensemble, on a vu que 1 sur KBT, donc l'ensemble microcanonique, était relié à la dérivée du log de oméga, le nombre d'états microscopiques accessibles par rapport à l'énergie, lorsqu'on regarde le volume et le nombre de particules constant. Autrement dit, quand on ne fait pas de travail. Puis, ben ça, c'est la même chose. Hein? Vous voyez que je suis juste de monter le KB ici. On a juste trouvé des noms, finalement, à ces quantités-là. C'est la même chose que 1 sur T est égal à DSDE à V et N constant. Puis ensuite, on a vu que P, la pression divisée par KBT, était égale à la dérivée du log de oméga par rapport au volume, à énergie et nombre de particules constant, qui est la même chose que P sur T est égal à ds sur dv à énergie et nombre de particules constant. Et finalement, notre dernière relation, c'était que moins le potentiel chimique divisé par KBT est égal à d log de oméga dn à énergie et volume constant, ce qui est la même chose que moins mu sur T est égal à ds dn à énergie et volume constant. D'accord? Ça, c'est un rappel. Autrement dit, vous voyez, on a que l'entropie est une fonction de l'énergie, du nombre de particules. Je vais mettre le volume. Énergie, volume et nombre de particules. Pourquoi? Parce que ça, c'est KB, log du nombre d'états microscopiques accessibles. Puis ça dépend de quoi? Bien, ça, c'est juste, on fait juste compter les états. Puis ça dépend donc de constante du mouvement, énergie, volume, donc énergie, nombre de particules. Je n'écris pas moment cinétique, tous les autres là, mais bon, parce que normalement, on prend des systèmes qui ne tournent pas à zéro. Les contraintes, comme le volume, et puis les champs électriques, champs magnétiques. Mais là, nous, pour simplifier notre discussion, on va se restreindre à ces trois variables-là, d'accord? Donc, vous voyez que si je connais finalement énergie, volume, nombre de particules, je connais la température, donc pas juste, oui, donc si je connais ça, je peux utiliser un calcul microscopique pour trouver l'entropie. Puis de là, je peux trouver température, pression sur température, potentiel chimique sur température. Mais comme thermodynamicien, finalement, ce qu'on peut faire, c'est mesurer des quantités. Hein? Donc, mesurer la capacité calorifique, on sait faire ça. Mesurer PV égale NRT, ce qu'on pourrait appeler l'équation d'état, on sait faire ça. Mesurer l'entropie, pas vraiment. Pas directement. On va voir qu'on est capable de la mesurer, mais pas directement comme la compressibilité, la chaleur spécifique, etc. En fait, ce qu'on se demande,
C'est justement qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer pour tout connaître sur la thermodynamique de notre système. Donc, à partir de maintenant, je vais supposer que n est fixe. Puis on va rajouter n à la fin. D'accord? Autrement dit, le nombre de particules, c'est important, mais on sait que si on fait juste doubler la taille du système, on sait comment tout se comporte. Donc, on va régler ce problème-là à la fin. Puis pour les fins de tout ce qu'on va faire dans ce chapitre-là, finalement, on va juste supposer qu'on a S de E et V. Ça dépend de N, mais N est fixe. Donc, il n'y aura jamais de dn, si vous voulez. KB log d'oméga de V. Donc, si j'utilise ces relations-là ici, ça me dit que ds de V est égal à 1 sur T fois DE moins P plus P sur T fois dV. Ça va? Donc, S est fonction de E et V. Puis, ça donne ça. Dans le fond, qu'est-ce que c'est cette relation-là? C'est la même chose que TDS égale DE plus PdV. Ou une autre façon de le dire, c'est que DE est égal à DQ moins DW. D'accord? Donc, ça, c'est comme notre équation de base, si vous voulez. Je vais encercler celle-là. Mais bon, ils sont toutes équivalentes. Ça c'est la même chose que ça, la même chose que ça. Donc, l'équation de base. Bon, dans la vraie vie, on ne contrôle pas l'énergie. On ne contrôle pas nécessairement l'entropie, mais on peut contrôler la température, la pression, etc. Donc, il faut voir, est-ce qu'on peut changer de variable? C'est-à-dire que là, l'entropie en fonction de l'énergie puis du volume, est-ce que je peux changer de variable? Donc, en fait, vous allez voir que la thermodynamique, c'est beaucoup une question de changement de variable. Donc, à partir d'ici, on va remonter en haut, là, mais on va écrire changement de variable. Ben, arrêtez-moi, hein, si vous avez des questions tout le temps, n'importe quand. OK. Donc, si je fais un graphique maintenant de l'entropie en fonction de l'énergie, ça pourrait avoir cette allure-là. Ou ça pourrait avoir, par exemple, cette allure-là. Ou ça pourrait avoir, donc toujours le même graphique, hein, S de E, S de E. Ça pourrait avoir, par exemple, cette allure-là. Donc, laquelle de ces trois possibilités-là est la bonne? Puis pourquoi? La première en haut à gauche. Là, hein? Pourquoi? Ben ici, on suit à la relation entre l'énergie puis la relation entre l'entropie puis l'énergie, ben on voit que c'est inversement proportionnel à T, là. Fait qu'on la pente genre de la courbe, ça serait T, là. Puis plus qu'on augmente en énergie, ben plus que Oui, en... oui, ça, c'est vrai. Mais par contre, tu vois, je pourrais dessiner quelque chose comme ça ici. Mais cette courbe-là, ici, ça marche aussi, hein? Elle monte tout le temps. Mais pourquoi est-ce que celle-là n'est pas bonne?
Parce que la dépendance entre l'entropie et l'énergie, c'est de forme logarithmique, non? Donc, on a besoin que ce soit celle en haut à gauche ou c'est pas la... Oui, ça c'est un argument. Mais qu'est-ce qu'on a vu sur la... Vous voyez, ça c'est une courbure, hein? Donc, quelle est la Ah, signe de la dérivée ici? ah, mais la concavité est vers le bas, là. Genre, la dérivée deuxième est positive. Ouais, c'est ça. Non, non, négative, hein? Ah, négative, ouais, c'est ça. Je me suis trompé. Ouais, négative, mais elle est toujours négative. Fait que ça peut pas être la espèce de sinus parce que ça voudrait dire qu'il y aurait un changement de dérivée deuxième. Puis ça Oui. marche pas. Donc, ici, la dérivée est toujours négative, mais ça viole la condition qu'Émile a dite, c'est-à-dire qu'il faut toujours que ça augmente, hein? Là, ça diminue. Donc, ça, c'est pas bon parce que ça diminue. Puis ça, c'est pas bon. Pourquoi? Ben, parce que des fois, la dérivée seconde est positive là-dedans. Hmm? Ici, je n'aurais pas dû revenir en arrière. On dirait qu'il y a deux. C'est même pire que ça, là. Il y a deux valeurs d'énergie qui donnent le même truc. Mais bon, ce qui est important, c'est que ça, c'est pas la dérivée seconde n'est pas toujours positive. D'accord? Puis pourquoi la dérivée seconde est toujours négative? Point de vue fondamental, là. Parce que la variation d'entropie négative était possible. Genre, delta, c'est toujours plus grand que ou égal à zéro. Je sais Oui, mais plus précis, une autre façon de le dire, là, c'est relié à la forme de la probabilité de la distribution de l'énergie, là. Hmm. Faut que ça soit, pour que la probabilité donne un maximum, il faut que la dérivée seconde de l'entropie soit négative, hein? Parce que vous vous souvenez, la probabilité, c'est l'exponentielle de l'entropie. Donc, quand on fait le développement en série de Taylor autour du maximum, pour que ça soit un maximum, il faut que la dérivée seconde soit négative. Donc, on appelle ça une condition de stabilité thermodynamique, hein? Il faut que le système soit stable. Il serait instable si, quand on trouve quand la dérivée première de la probabilité égale à zéro, il faut que ce soit une probabilité maximale. Pour que ce soit maximal, il faut que la dérivée seconde de S soit négative. Si elle est positive, on a un gros problème. C'est un minimum qu'on vient de trouver. C'est bon? Ça, c'est important du point de vue fondamental. Bon, donc qu'est-ce que ça me dit? Bien, ça me dit que je peux faire un changement de variable ici. Vous voyez qu'il y a une relation B-univoque ici. C'est-à-dire que si vous me donnez l'énergie, je peux trouver l'entropie. Mais, ça c'est ça ici, mais vice-versa. Si vous me donnez l'entropie, je peux trouver l'énergie. D'accord? Donc, j'ai le droit d'écrire que, plutôt que d'écrire que l'entropie est une fonction de l'énergie et du volume, je pourrais écrire que l'énergie est une fonction de l'entropie puis du volume. C'est bon? Maintenant, c'est encore mieux que ça. Regardez. La dérivée première ici, c'est égal à 1 sur t. Donc, la dérivée première de ça, c'est cette pente-là ici. Donc, la valeur de la pente, c'est 1 sur la température. Maintenant, comme la dérivée seconde a un signe fixe, ça veut dire que la dérivée première de 1 sur t a un signe fixe. D'accord? Donc, il faut toujours que ça aille dans le même sens. C'est-à-dire que vous voyez, si je pars d'en bas ici, 1 sur t est très, très grand, donc la température de très, très petite. Puis là, quand j'augmente l'énergie ici, la pente devient plus faible, donc la température est de plus en plus grande. Puis il y a juste, ça peut arriver, si je connais, la relation est univoque, d'accord?
Donc, pour chaque énergie ou pour chaque entropie, il y a juste une température. Ce qui veut dire que j'ai le droit d'écrire, par exemple, que l'énergie est une fonction de la température et du volume, ou si vous voulez, que l'entropie est une fonction de la température et du volume. Est-ce que c'est bon? OK. Maintenant, vous voyez que ça n'aurait pas marché. Si l'entropie avait le droit de changer de concavité comme ça, ben, j'aurais pu. Wow, ma ligne n'est pas tellement droite. Mais vous voyez, j'aurais pu avoir une valeur de 1 sur T qui correspond à deux valeurs de l'énergie puis deux valeurs de l'entropie. Donc, ça, j'aurais eu des problèmes si l'entropie était comme ça. Mais le fait que l'entropie soit concave, ça me permet de faire ces changements de variables. Donc, ça, c'est pas possible. Maintenant, ça, c'était tous des graphiques à V égale une constante. Hein? Vous voyez, le volume n'a pas changé. Puis, on parlait toujours de cette relation-là qui avait volume puis nombre de particules. Donc, maintenant, si je fais le truc complémentaire, donc j'écris entropie en fonction de volume. Et entropie en fonction de volume, c'est ça ici. Puis, exactement le même argument me dit que la dérivée seconde de l'entropie par rapport au volume va avoir quelle allure? Ça va être concave, convexe? Concave. Concave, hein? Ça va être comme ça ici. Exactement comme en haut ici. Ça, c'est à E égale une constante. Donc, vous voyez, j'ai encore une fois une relation univoque entre entropie et volume. Donc, je peux écrire que l'entropie est une fonction de l'énergie puis du volume, c'est ce que j'avais au départ, mais je peux aussi écrire que le volume est une fonction de l'entropie, de l'énergie et de l'entropie. Je les ai mis dans le mauvais ordre, là. Puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais faire comme en haut ici. On va prendre une pente. Puis la pente est égale à quoi? Elle est égale à P sur T. Puis encore une fois, il va y avoir, pour une pente donnée, il y a une seule valeur du volume puis de l'entropie. Donc, ce que je peux faire, je peux écrire l'entropie comme fonction de l'énergie et puis de la pression sur la température. Mais ici, je peux écrire l'entropie en fonction de la température. Donc, je peux écrire l'entropie en fonction de la température et de la pression. Puis, je peux écrire l'entropie, la pression je peux écrire la pression comme une fonction de l'énergie puis l'entropie. Ou je peux écrire la pression ici comme fonction de l'entropie puis du volume. D'accord? Donc, en fait, toute la puissance en résumé, j'ai besoin de deux variables indépendantes ici, énergie, volume. N, on a dit que c'était fixe, puis on ne le bougeait pas, d'accord? Donc, j'ai besoin de deux variables indépendantes, énergie et volume. Si je connais ça, je connais l'entropie. Si je connais l'entropie, je connais en fonction de l'énergie du volume, je connais la température, puis je connais la pression. D'accord? Mais là, ce qu'on vient de montrer, c'est qu'à l'inverse, je pourrais contrôler la pression et la température. Puis, sachant la pression puis la température, je peux trouver l'entropie, puis trouver le volume aussi. Le volume en fonction de l'entropie puis de la température en utilisant ces affaires-là. Donc, leçon à retenir, j'ai besoin de deux variables indépendantes.
C'est bon? C'est simple, hein? OK. Donc, avez-vous des questions? OK, donc pensez à ça pendant quelques minutes. Là, je vais effacer le tableau.